Oui, j'aime le canon, la mitraille dans l'air, ami, ami, chanson. La danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis, chantons. Amis, dansons, la danse. Aujourd'hui, vous, privilégiés de la fortune, élus du monopole, spéculateurs enrichis, grands industriels, n'avez-vous rien à restituer à la nation ? Vous avez ramassé un à un, dans la boue, tous les débris de ces privilèges fracassés. Vous les avez rajeunis, vous vous les êtes appropriés de vive force, et sous d'autres noms, vous les exploitez encore. L'industrialisation moderne n'a rien à envier à la féodalité. La vénalité des offices refleurit de plus belle avec le cumul des fonctions et l'accumulation pyramidale des traitements. Pauvres plèbes salariés, vendus à vos caprices pour un morceau de pain. Et patrons, vous voilà maintenant devenus plus insolents et plus vicieux que les seigneurs du Moyen-Âge. Ainsi vos pères se sont sacrifiés en vain. Eux qui, le 4 août, députés du tiers-état, de la noblesse et du clergé, se levèrent dans un indicible transport, s'embrassèrent en frères et, frissonnant d'enthousiasme, conjurèrent les générations futures de s'unir dans l'amour de la justice et de la liberté. Aujourd'hui, nous avons perdu la mémoire de ces grands exemples et nous nous soucions peu de les imiter. À quand donc la nouvelle nuit du 4 août ? À quand donc la nouvelle nuit du 4 août ? Qui se mêle à l'encens, ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perd ses dents. Amis, dansons la danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis, chantons. La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux. Aux enfants de Montmartre, la victoire le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire le tombeau. Qu'avait fait cet homme au juste pour être le seul pour qui la peine de mort a été appliquée ? Pour quelle raison a-t-il été véritablement condamné à mort ? Qui ou quoi menaçait-il ? Avait-il tué, pillé, saccagé ? Dérangeait-il le pouvoir républicain en place par ses idées d'égalité sociale et d'émancipation des travailleurs ? Issu d'un milieu juif et modeste, Gaston Crémieux fait ses débuts d'avocat à Nîmes à 21 ans. Il rejoint le barreau de Marseille en 1862, où il ouvre son cabinet, rue Venture. Quand il se propose pour le poste de procureur général à Aix-en-Provence, voici ce qu'écrit l'avocat général Descloseaux au ministre de la Justice. Extrait. Monsieur Crémieux fait, depuis longtemps, tâche au barreau du ressort. On ne pouvait pas faire un choix plus honteux, plus déshonorant pour la magistrature. Méprisé de ses confrères les plus libéraux, orateur communiste, attaquant la famille et la propriété dans les réunions publiques. D'ailleurs, pourvu de talent, avocat par excellence des causes refusées par les autres, tripoteur d'affaires. Il ne manque pas d'avocats républicains, et très républicains dans ce ressort, qui serait accepté par l'opinion publique. Sa candidature est bien entendu refusée. Au XIXe siècle, à Marseille comme ailleurs, l'industrialisation se développe à grande vitesse et le commerce maritime colonial est florissant. La transformation de la ville est à l'œuvre. C'est un véritable bouleversement social et environnemental. Les constructions ostentatoires se multiplient. L'envers du décor, c'est des conditions de vie très rudes pour les travailleurs, hommes, femmes et enfants confondus. Rappelons qu'à cette époque, la journée de travail est de 10 heures minimum, 6 jours sur 7, et que les enfants travaillent dès l'âge de 8 ans.
C'est d'ailleurs à la suite de manifestations ouvrières, comme toujours lourdement réprimées, qu'en 1841, l'âge minimum de 5 ans a été reculé à 8 ans. Ce n'est que 10 ans plus tard que la journée de travail sera limitée à 10 heures pour les enfants de moins de 14 ans. Et ce, 6 jours sur 7. Gaston Crémieux, révolté par les injustices sociales, prend fait et cause pour les ouvriers et les ouvrières qui se battent pour leurs droits. Il assure ainsi du conseil juridique pour des associations ouvrières. Tout comme des blanquistes et des républicains considérés comme radicaux, il fait partie de la loge du Grand Orient de Marseille, fortement opposé au pape. Rappelons qu'Auguste Blanqui passa la majeure partie de sa vie en prison pour ses idées d'égalité sociale et ses engagements politiques. Extrait d'une citation. À cette époque, les francs-maçons s'investissent pour l'instruction des classes populaires et Gaston Crémieux sera cofondateur d'écoles laïques à Marseille. Il insistera pour qu'elles ne soient pas régies par l'autorité du Grand Orient. Il participe également à la création de l'association phocéenne pour le développement de l'instruction et de l'éducation des deux sexes, avec notamment André Bastelica. André Bastelica est le représentant de l'AIT à Marseille, créé en 1867, 2 ans après celle de Paris. Il est proche de Mikhail Bakounine, l'anarchiste russe en exil. Gaston Crémieux exècre le règne de l'argent. Il méprise ceux pour qui posséder est une distinction sociale et un signe de valeur. Il préconise l'art et la littérature pour enrichir son rapport au monde et il écrit des poèmes où l'amour, teinté d'idéalisme, mais aussi l'indifférence des hommes, l'injustice et la vanité sont des thèmes récurrents. Après avoir fondé le journal littéraire L'Avenir à Nîmes, qui diffuse d'autres courants de pensée que ceux du catholicisme, il est cofondateur à Marseille du journal L'Égalité, dont les membres seront surveillés de près. Pendant ce temps, le chancelier prussien Otto von Bismarck mène une campagne militaire pour faire de la Prusse une grande puissance européenne. La France demeure sa rivale, donc son ennemi. Napoléon III, déjà en mauvaise posture face à une opposition grandissante, est lucide sur les capacités militaires des Prussiens. Il repousse l'idée de la guerre. Mais le 19 juillet 1870, après une habile manœuvre de Bismarck, les Parisiens descendent dans la rue et réclament la guerre. Acculé, Napoléon cède. La guerre est déclarée à la Prusse. Les troupes françaises sont mal préparées et inférieures en nombre. Et 2 semaines après seulement, les défaites dans le nord-est s'enchaînent. Wissembourg le 4 août, puis Forbach le 6 août, qui ouvre la voie aux Prussiens. Suite à ces défaites, le peuple descend dans la rue et, à Marseille, dans un contexte social et politique déjà tendu depuis plusieurs mois déjà, une insurrection, sorte de commune avant l'heure, se déclenche. Selon les sources de l'époque, 30 à 40 000 personnes battent le pavé. Gaston Crémieux, Gustave Naquet, directeur du journal Le Peuple, puis boulangiste, Maurice Pierre Rouvier, banquier qui rejoint la cause ouvrière avant d'être ministre, ainsi que Jean-Baptiste Brochier, commerçant, franc-maçon et anticlérical, élu maire à Marseille
en 1881, prennent la tête du cortège qui envahit l'hôtel de ville pour demander des armes pour les citoyens. Mais l'événement tourne court. L'administration locale, fidèle à l'Empire, fait arrêter une trentaine de manifestants. Les meneurs, dont Gaston Crémieux, sont attendus par le peloton d'exécution, mais en fin juriste, celui-ci a pu rédiger en toute hâte de quoi faire passer cette initiative révolutionnaire en un mouvement déterminé de défense nationale. Les Bouches-du-Rhône sont mises en état de siège le 11 août 1870. Un conseil de guerre juge les prisonniers à des peines de 6 mois à 2 ans de prison ferme. Crémieux prend 6 mois. Le 2 septembre 1870, sous le feu incessant des Prussiens, c'est la défaite de Sedan et une hécatombe pour les soldats français. Napoléon, désespéré, qui aurait rejoint ses hommes sur le champ de bataille pour mourir avec eux, est fait prisonnier. Le pays, encore mu par l'espoir de remporter des victoires, est sidéré. Puis vient la colère. Napoléon est déchu dans plusieurs villes en France. 2 jours après, le 4 septembre, une manifestation contre l'Empire se déclenche à Marseille et avant Paris, la République est proclamée. Un gouvernement provisoire de défense nationale est créé avec Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur. Il décide de poursuivre la guerre, comme le veut notamment le peuple parisien. Les prisonniers politiques sont libérables et c'est alors de nuit qu'une foule immense va se rendre à la prison Saint-Pierre, l'actuel hôpital de la Conception, pour accueillir les prisonniers à leur sortie. Gaston Crémieux est libre. Pour la 2e fois en 1870, à Marseille, une tentative de réorganisation politique est alors à l'œuvre. Un comité de salut public est créé dans le local du journal Le Peuple et forme une commission administrative départementale avec le conseil municipal. La préfecture est alors envahie par les instances politiques constituées et la foule qui découvre au passage les fastes du pouvoir. Aucune détérioration n'aura lieu. Une garde civique, composée dans une large mesure de membres de l'Internationale, s'improvise. Elle supplante la garde nationale. La commission finit par obtenir le départ du préfet et elle détient alors les pouvoirs militaires et politiques. En haut lieu, la situation marseillaise inquiète. Gambetta nomme alors stratégiquement Alphonse Esquiros, administrateur supérieur des Bouches-du-Rhône. Esquiros est un républicain radical de la première heure et anticlérical. Il est aussi poète, journaliste et écrivain. Il avait été élu député dans les Bouches-du-Rhône, ainsi que Gambetta, aux élections législatives de 1869. Il est à nouveau accueilli avec enthousiasme par la population marseillaise. Si le contexte de guerre ne favorise pas la politique locale, Esquiros va néanmoins tenter d'appliquer son programme, pour le moins engagé socialement et économiquement. Parmi ces mesures, on trouve lever un impôt sur la richesse, réquisitionner et confisquer les biens, séparer l'Église de l'État, assurer un enseignement laïque pour les 2 sexes, projet d'assistance publique, création de bureaux pour discuter des conditions de travail des ouvriers, assurer la liberté de la presse. Mesures qui préfigureront celles de la Commune de Paris.
C'est ainsi que les partisans de l'empereur et de la monarchie dans l'armée et la magistrature sont remplacés par des républicains. La Gazette du Midi, organe de presse monarchique, et les congrégations religieuses sont mises hors la loi. La congrégation jésuite, force très influente, est dissoute. Ses biens confisqués et son supérieur arrêté. Crémieux, lui, veut la démission du préfet Labadier. Il estime qu'au nom du peuple, il aurait dû saisir les caisses de l'État. Le 18 septembre, les Prussiens qui ont continué d'avancer sans relâche assiègent Paris. S'ensuivront des conditions de vie extrêmes durant les 5 mois suivants. Les bombardements, le froid et la famine seront le quotidien des Parisiens. Victor Hugo écrira dans Chose vue : « Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons. C'est peut-être du chien. C'est peut-être du rat. Je commence à avoir des maux d'estomac. Nous mangeons de l'inconnu. » À Marseille, la Ligue du Midi est créée avec 13 départements unis pour défendre la région et plus généralement le pays. En font partie les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Rhône et l'Isère. Sans oublier de pouvoir recourir à l'Algérie, partagée en 3 départements français depuis 1848. Esquiros en est le président. Crémieux en est le délégué, et beaucoup de membres de l'Internationale en font partie, dont l'emblématique Bastelica, âgé alors de 23 ans. Et comme rien ne vaut un ennemi commun, l'appel national à combattre les Prussiens est fédérateur. Il recueille à Marseille près de 10 000 inscrits en 3 jours. La ville vit au rythme des entraînements militaires, et la place Saint-Michel, communément appelée la Plaine, lieu public de rassemblement et de débat, est le théâtre de ces scènes d'entraînement. Le 19 octobre 1870, Crémieux fait ovationner la Ligue du Midi et la Commune révolutionnaire lors d'un meeting organisé à l'Alhambra à Marseille. Mais en interne, les tensions politiques entre blanquistes et modérés ne cessent pas. Plusieurs conceptions de la République s'affrontent et aucune cohésion n'est trouvée. S'ajoutent les nombreuses arrestations arbitraires de la garde civique qu'Esquiros se doit de rattraper en libérant des personnes arrêtées sans raison objective. Le 22 septembre, Gambetta fait libérer le supérieur de la congrégation des Jésuites, qui sera à nouveau dissoute en 1880, et il limoge Esquiros. Mais la population refuse son départ. L'agitation reprend de plus belle. Esquiros, qui a donné sa démission, la retire. Gaston Crémieux, en mission pour la Ligue du Midi, est envoyé auprès de Gambetta pour tenter de résoudre ces désaccords, mais en vain. Et la débâcle continue. Le 27 octobre, suite à la capitulation du général Bazaine à Metz, une tentative d'instituer une commune se déclenche à Paris le 31 octobre. Elle est immédiatement réprimée par le pouvoir. À Marseille, une foule immense s'est réunie à la Plaine avant de se rendre à l'hôtel de ville. Le 1er novembre, la commune de Marseille est proclamée. Elle est notamment chargée de faire reconnaître officiellement la Ligue du Midi. Malheureusement, le contexte politique est toujours très chaotique depuis maintenant près de 2 mois, et l'absence d'Esquiros, qui est auprès de son fils mourant, ne favorise pas une quelconque amélioration. Aucune perspective de cohésion ne se profile. Gambetta, à la demande du commandant de la garde nationale, met Marseille en état de siège.
La commune se termine alors 3 jours après avoir été proclamée. Le 13 novembre, l'élection d'un nouveau conseil municipal républicain beaucoup plus modéré va signer officiellement la fin de cette relative autonomie communale. Les milieux bourgeois exigent une répression exemplaire contre tous les acteurs des derniers événements. Au final, ils ne seront pas inquiétés. L'année 1871 commence avec la proclamation du Deuxième Reich par Bismarck dans la Galerie des Glaces à Versailles. Quand les Parisiens comprennent que des pourparlers entre la France et la Prusse ont lieu pour un accord de paix en secret, pendant que eux se battent sans relâche, des soldats se soulèvent le 22 janvier pour empêcher toute capitulation et constituer une commune capable de repousser l'ennemi. L'ordre est donné de leur tirer dessus et l'insurrection est avortée. Mais la rage des Parisiens gronde. Le 28 janvier est signée une convention d'armistice et des élections sont imposées précipitamment pour élire un nouveau gouvernement plus apte à ratifier le traité de paix voulu par les Prussiens. Gambetta est contraint de démissionner. Thiers, le Marseillais qui a tout simplement changé de bord pour passer dans les rangs de droite à l'Assemblée nationale, devient le chef de l'exécutif du gouvernement. Il s'illustrera plus tard pour sa position radicale envers les communards de Paris. Le 13 février 1871, le Parlement se réunit à Bordeaux et des mesures impopulaires sont prises. Garibaldi, le combattant révolutionnaire venu prêter main forte avec succès à la France, est présent. Mais les royalistes l'empêchent de s'exprimer. Gaston Crémieux, sur place, est furieux et, fidèle à lui-même, il leur exprime publiquement son mépris. Ce qui ne manquera pas d'être retenu contre lui à son procès. Le 26 février, c'est la signature de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Puis, les Prussiens défilent sur les Champs-Élysées, ajoutant une humiliation supplémentaire et attisant la colère des Parisiens. Alors, quand Thiers veut récupérer les canons, que les Parisiens ont en partie financés, il refuse. Thiers et son gouvernement fuient à Versailles et le 22 mars, la Commune de Paris est proclamée. Dès le lendemain, à Marseille, dans un climat social de grève, des affiches sur les murs annoncent la nouvelle. Gaston Crémieux intervient le soir même au club de l'Eldorado sur la Plaine. Fort de ses arguments portés sur l'égalité sociale et la Commune de Paris, il chauffe la salle. Près de 2000 personnes le soutiennent avec ferveur. Le lendemain, francs-tireurs, gardes nationaux et autres se retrouvent sur le cours Belzins. La Canebière est envahie par des habitants de Saint-Mauron, de la Belle de Mai et du quartier du Port en direction de la préfecture. Crémieux y demande la reconnaissance du gouvernement de Paris au préfet Cosnier. Celui-ci demandait justement à la mairie de soutenir une contre-manifestation pour Versailles, que le conseil municipal refuse. Le préfet et ses collègues sont finalement arrêtés et la préfecture est envahie pour la 3e fois depuis le mois d'août 1870. Une commission départementale est créée pour assurer la gestion administrative des Bouches-du-Rhône et de Marseille. Elle est présidée par Gaston Crémieux. Elle déclare : À Marseille, les citoyens prétendent s'administrer eux-mêmes, dans la sphère des intérêts locaux. Il serait opportun que le mouvement qui s'est produit à Marseille fût bien compris et qu'il se prolongeât. Nous voulons la décentralisation administrative avec l'autonomie de la commune, en confiant au conseil municipal élu dans chaque grande cité les attributions administratives et municipales. La réaction ne se fait pas attendre. Le 26 mars, date des élections officielles de la Commune de Paris, le général Espivent de la Villeboinay
gouverneur de Marseille depuis février et chef des troupes militaires du département, s'octroie le pouvoir de mettre les Bouches-du-Rhône en état de guerre et Marseille en état de siège. Il veut très manifestement mater la ville. L'armée, sous ses ordres, a fui à Aubagne, imitant la tactique de Thiers qui se retire en dehors de la ville pour mieux l'attaquer. Et malheureusement, au sein des différents mouvements politiques, les tensions ne s'apaisent pas. La commission départementale peine à trouver une direction commune et il faut faire vite pour éviter une guerre civile. Gaston Crémieux, soucieux d'avancer, tente de maintenir l'union malgré les divergences, mais il échoue. Les démissions se succèdent, les caisses sont vides et les difficultés à organiser administrativement et matériellement la vie marseillaise s'accumulent. 3 membres de la Commune de Paris sont envoyés à Marseille pour reprendre les choses en main. Ils font proclamer dans la foulée la Commune de Marseille. Bernard Landec, le communard parisien fraîchement débarqué, veut faire arrêter Gaston Crémieux. La libération des prisonniers fonctionnaires qu'il réclame n'est pas à son goût. Landec veut durcir le mouvement coûte que coûte et au plus vite. Gaston Crémieux reste libre grâce à ses relations, mais il sera écarté des réunions organisées par les envoyés de Paris. Il participe malgré tout à l'organisation des élections pour que la commune soit élue officiellement. Mais la veille des élections prévues, dans la nuit du 3 au 4 avril, le général Espivent fait marcher ses troupes, près de 7000 militaires, sur les 17 kilomètres séparant Aubagne de Marseille. À l'aube, Gaston Crémieux tente cette fois-ci auprès du général de négocier afin d'éviter le pire. Sans succès. En ce jour du 4 avril 1871, l'attaque contre les insurgés est féroce, sanglante et continue. À part quelques barricades érigées dans la nuit autour de la préfecture, aucune préparation à la hauteur de l'attaque n'avait été prévue pour se défendre. Ce fut fatal. Si 2 bataillons d'infanterie fraternisent avec les communards, la gare Saint-Charles est prise et de farouches combats ont lieu dans le centre-ville. Puis, le général Espivent donne l'ordre de bombarder la préfecture. Tout l'après-midi, résonneront du haut de la colline de Notre-Dame de la Garde les tirs de canon. À la suite de cette journée funeste, la basilique sera rebaptisée Notre-Dame de la Bombarde en raison des centaines d'obus tirés sur la ville. Officiellement, près de 200 communards ont été tués. 500 ont été arrêtés, contre 30 morts et 50 blessés du côté des troupes d'Espivent. La répression continuera pendant des années. De jeunes soldats ont été fusillés pour avoir rejoint les communards pendant l'offensive. Ils avaient eu le tort suprême de se rallier à la cause défendue par les communards, celle d'une société de partage et d'égalité des droits, à laquelle on n'aura pas laissé de possibilité de s'organiser. Gaston Crémieux passera 7 mois à croupir dans une cellule de prison au Fort Saint-Nicolas en attendant des recours en grâce accordés aux 2 autres condamnés à mort lors de son procès. Il écrit encore et toujours des poèmes à sa famille, des poèmes politiques et une pièce de théâtre que Clovis Hugues achèvera. Gaston Crémieux n'en aura pas le temps. Un matin de novembre 1871 au Pharaon, un peloton de 12 tireurs a visé le cœur d'un homme. Comme il le demandait pour ne pas être trop défiguré aux yeux de sa famille, et a tiré 12 balles, pendant qu'il prononçait pour la dernière fois « Vive la République ». Amis, dansons la danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille.
se mêle à l'encens. Ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perd ses dents.